Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rétro Passion Automobile. Et on va parler d'une marque bientôt hélas disparue et d'un modèle bien spécifique, la Lancia Gamma. Et oui, si en tout cas, après-guerre et hors d'Italie, la marque Lancia a avant tout et surtout été réputée pour ses berlines familiales de taille moyenne ainsi que pour ses modèles sportifs ou de grand tourisme, le constructeur avait aussi une longue expérience dans la catégorie des berlines de haut de gamme. Le projet dont nous allons vous parler doit aboutir au lancement de la future berline haut de gamme de la marque, laquelle recevra finalement le nom de Gamma, traduction du grec gamma, vous savez, qui ressemble un peu à un Y. Lorsque ce projet est mis en chantier, le constructeur de Turin, Fiat, propriétaire de Lancia, propose son nouveau V6, spécialement créé pour le nouveau modèle haut de gamme du constructeur de Turin, la berline 130. Une décision qui, outre les mêmes raisons que celle pour laquelle Turin avait imposé ses propres motorisations sur la Beta, présentait aussi l'atout de renouer avec ce type d'architecture mécanique abondamment utilisé par la marque sur la plupart de ses modèles haut de gamme jusqu'à l'arrêt de la production de la Flaminia. Un choix qui, à défaut de mettre en avant l'esprit maison, s'avérait toutefois assez pragmatique et aurait probablement permis de sauver la carrière de la Gamma. Malheureusement pour cette dernière, la direction de Lancia ainsi que les membres du bureau d'études opposèrent un refus net et catégorique à ce que le nouveau vaisseau soit mû par un moteur d'origine Fiat. À la place, les hommes de Lancia lancent alors l'étude d'une motorisation spécialement conçue pour la future Gamma, la mécanique en question se présentant sous la forme d'un 4 cylindres boxer. Il faudra d'ailleurs attendre le début des années 90, avec l'apparition de la première génération de la Subaru Impreza, pour retrouver un moteur à l'architecture identique et avec une cylindrée aussi importante. Proposée lors de sa commercialisation en deux versions, 2 litres 115 chevaux et 2 litres 5 140 chevaux, la Gamma est donnée pour une vitesse de pointe de 195 km/h dans sa version la plus puissante. Ce moteur, s'il présente une architecture identique à celle de sa devancière, la Flavia, a néanmoins été conçu à la hâte et ne tardera pas, alors que les premiers exemplaires de la Gamma effectuent à peine leur premier tour de roue, à dévoiler ses talons d'Achille. Outre ses problèmes de surchauffe, la Gamma, surtout, fait preuve d'une distribution conçue en dépit du bon sens. En effet, la courroie d'un des deux bancs de cylindres, entraînant en effet à la fois la distribution et la pompe de direction assistée. La règle à suivre impérativement par quiconque faisait l'acquisition d'une Gamma était de ne jamais démarrer avec les roues braquées, faute de quoi, sous la contrainte, la courroie sautait ou se rompait tout simplement, avec pour résultat une savoureuse salade de soupape, c'est-à-dire rien moins qu'une casse du moteur flat-four. Si le modèle bénéficiera sur la série 2 apparue en 80 de l'ajout d'un galet tendeur limitant les risques, le problème ne parviendra jamais vraiment à être résolu par les ingénieurs de Lancia. Au bout de quelque temps, en tout cas, le remplacement pur et simple de la mécanique des Gamma à chaque problème de courroie finit presque par devenir une sorte de routine pour les mécaniciens du réseau d'André Chardonnay qui assurait à l'époque la distribution de Lancia en France, mais qui, évidemment, ces erreurs, ces problèmes, n'aida absolument pas à améliorer la réputation de la Gamma auprès du public français. Si c'est bien sa fiabilité des plus aléatoires qui ruina la carrière de la grande berline Lancia, à l'étranger comme dans son propre pays, son esthétique fera elle aussi, peut-être dans une moindre mesure, l'objet de critiques. Beaucoup de clients et de journalistes jugeant à la fois le dessin de la proue trop classique, c'est-à-dire banal, et celui de la poupe trop chargé. Même si elle n'est pourtant pas la seule de sa catégorie dans ce cas. Dessinée par Pininfarina, ces lignes s'inspirent en effet de l'étude Berlina Aerodynamica réalisée en 67 et étudiée à l'origine pour le constructeur britannique BMC. Celui-ci a notamment inspiré Citroën pour la CX et Rover pour la SD1. La Gamma, sortie juste avant la SD1, laisse donc les visiteurs qui ont l'occasion de la découvrir en avant-première un peu perplexes. Si le choix de faire de la Gamma une berline fastback s'explique sans doute parce que ce style permet d'offrir une meilleure aérodynamique que sur une berline à 3 volumes classique, par contre le dessin trapézoïdal de la vitre de custode surprend quelque peu lorsque l'on regarde la voiture de profil.
Malgré une ceinture de caisse absolument rectiligne, depuis le pare-brise jusqu'au feu arrière, l'impression qui se dégage de prime abord est celle d'une berline à 3 volumes classique dont les designers, sur un coup de tête, auraient retouché au dernier moment pour en faire une berline 2 volumes. Sur le plan purement pratique, cela réduit en tout cas assez fortement la visibilité périphérique à l'arrière et ne devait sans doute pas aider le conducteur lorsqu'il s'agissait de faire un créneau. En tout cas, le constructeur en semblait complètement convaincu puisque 2 petites vitres rectangulaires furent installées afin d'améliorer la rétrovision. Comme il a été mentionné auparavant, malgré ce que l'on pourrait laisser penser de sa ligne, la Gamma n'est en effet pas une berline à haillons, mais reste équipée d'une malle de coffre classique. Celle-ci a beau avoir une capacité de rechargement assez généreuse, 450 litres, charger et décharger les sacs et les valises du fond du coffre réclame donc une certaine souplesse à ses occupants, même si c'était aussi le cas des premières versions de la CX. Cela constitue un handicap supplémentaire pour le modèle haut de gamme du constructeur italien. Un certain nombre d'essayeurs de l'époque louèrent l'habitabilité et le confort de la Gamma, mais ne manquèrent pas de pointer du doigt également des plastiques dont la qualité devait faire un peu cheap, sans compter un tableau de bord au design un peu trop consensuel, voire même banal, et qui semble trahir l'influence du style Fiat qui prend progressivement de plus en plus d'importance chez Lancia. En termes de châssis, de dynamique, la grande Lancia peut se targuer de solutions techniques assez avancées, comme la suspension composée de 4 jambes McPherson et de doubles bras transversaux à l'arrière, ainsi que du système de freinage baptisé d'un nom à la fois doux et désuet de Super Duplex. Autant d'atouts qui, combinés au centre de gravité très bas conféré par le moteur Boxer, offrent à la Gamma une tenue de route digne des références de sa catégorie. Avec une carrière qui, on le voit bien, semblait déjà tuée dans l'œuf dès le départ, ce dont on peut s'étonner le plus est que la carrière de la Gamma ait duré pas moins de 8 ans. Car ce n'est en tout cas pas le léger lifting intervenant en 1980 qui pouvait y changer grand-chose. Au final, un peu plus de 20 600 exemplaires seront produits, en tout et pour tout. Environ 15 000 berlines, dont les 2 tiers pour la première série, et 5 000 coupés. À titre de comparaison, Citroën produisait en moyenne 3 fois plus d'exemplaires de la CX, qui, pour rappel, était l'une des principales concurrentes de la Gamma chaque année. Merci à ce texte de Maxime Dubreuil que vous pouvez retrouver sur Rétropassion Automobile, une version plus longue et plus détaillée, accompagnée de superbes photos sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Podcast de Rétropassion Automobile sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et maintenant aussi Amazon Podcast.